Et si, derrière ce sourire si maîtrisé, derrière cette douceur presque tranquille qui fait croire que rien ne peut l'atteindre, se cachait en réalité une femme traversée depuis toujours par la peur de perdre, par le besoin de retenir ce qu'elle aime, par le rêve obstiné de protéger coûte que coûte son foyer. Et si cette émotion particulière qui a récemment entouré Faustine Bollaert n'avait pas seulement réveillé une simple curiosité médiatique, mais quelque chose de bien plus profond? Pourquoi tant de regards se sont-ils tournés vers elle avec la même question murmurée, jamais totalement assumée? À 47 ans, la présentatrice aurait-elle connu un nouveau bouleversement intime, au point de raviver la rumeur d'un autre enfant? Était-ce un signe, une confidence à demi-mot, une image trop tendre pour n'être qu'anodine? Ou bien fallait-il regarder ailleurs, derrière la surface, pour comprendre que ce moment présenté comme particulier parlait moins d'une naissance imminente que d'un bonheur conjugal devenu, avec les années, presque miraculeux dans un monde où tout se défait si vite? Car autour de Faustine Bollaert, il y a toujours eu ce contraste fascinant entre la lumière publique et la matière plus fragile de la vie privée. Le public la connaît comme une voix, un regard, un visage familier de la télévision française, une femme capable d'écouter les drames des autres avec une délicatesse rare, sans jamais voler leur douleur. Née le 20 mars 1979, journaliste, animatrice de radio et de télévision, figure passée par les chaînes du groupe M6, France Télévisions, mais aussi par Europe 1, RTL ou encore France Bleu, elle s'est imposée au fil des années comme une présence rassurante, presque apaisante, au sein d'un paysage médiatique souvent saturé de vitesse et de bruit. Aujourd'hui installée à Paris, elle donne l'impression d'une vie tenue, stable, solidement construite. Pourtant, quand on remonte le fil, quand on refuse de se contenter de l'image lisse, on découvre une trajectoire faite de travail, d'endurance, mais aussi de blessures anciennes qui expliquent peut-être pourquoi, chez elle, le mot famille n'a jamais été un simple décor. Ses premiers pas à la télévision, pourtant, n'annonçaient pas encore cette stature. Au cours des après-midi d'été 2002, elle fait une première expérience sur France 3 comme chroniqueuse dans Côté Vacances, aux côtés d'Alexandre Devoise. L'année suivante, toujours sur la même chaîne, elle co-anime en direct le jeu Décrochez vos vacances avec Stéphane Basset. Puis viennent d'autres participations, d'autres émissions, d'autres formats. Elle apparaît notamment comme chroniqueuse avec Audrey Dana dans Culture Pub, présenté par Christian Blachat sur M6 le dimanche soir en deuxième partie de soirée. En 2004, elle rejoint l'équipe de Jean-Marc Morandini sur Europe 1 et devient journaliste pour la rubrique télévision du magazine Closer. Rien n'est spectaculaire à première vue, et c'est précisément ce qui rend son parcours si intéressant. Chez elle, l'ascension ne ressemble pas à une explosion, mais à une construction méthodique, presque silencieuse, pierre après pierre, émission après émission, preuve après preuve. Cette lente montée a forgé une figure médiatique singulière. Faustine Bollaert n'a pas bâti sa notoriété sur la provocation, ni sur la brutalité des formules, ni sur la surexposition de sa vie privée. Au contraire, sa force a longtemps résidé dans cette capacité à sembler proche, sans jamais tout livrer, accessible, sans devenir transparente. Et c'est peut-être pour cela que le public n'a cessé de projeter sur elle des questions intimes. Plus une personnalité paraît digne, douce et discrète, plus l'opinion veut savoir ce qui se cache derrière sa retenue. Dans son cas, la question a pris une forme bien particulière, celle du bonheur conjugal, de la maternité, puis avec le temps, d'une éventuelle envie d'agrandir encore la famille. À mesure que les années passaient, une idée revenait régulièrement, comme un refrain discret mais tenace. Une femme qui parle si souvent de l'importance de son foyer, une femme qui semble si profondément habitée par l'amour des siens, peut-elle vraiment avoir renoncé à l'idée d'un autre enfant? Ou bien ce désir reste-t-il quelque part, à l'abri des regards, comme une braise que la vie adulte n'a jamais tout à fait éteinte? Pour comprendre cette fascination, il faut revenir à la relation la plus commentée de sa vie, son histoire avec l'écrivain Maxime Chatham. Dans l'imaginaire collectif, leur couple a toujours eu quelque chose d'inhabituel. D'un côté, une animatrice populaire, solaire, tournée vers l'écoute et l'émotion. De l'autre, un auteur célèbre pour ses univers sombres, ses thrillers, ses plongées dans les zones les plus inquiétantes de l'âme humaine. Cette opposition a nourri une forme de curiosité immédiate.
Comment deux figures si différentes ont-elles réussi à bâtir un équilibre? Comment ce contraste entre lumière et noirceur a-t-il pu se transformer en force plutôt qu'en faille? Leur histoire a très vite pris une place particulière dans la presse et dans l'esprit du public, d'autant plus que leur rencontre a semblé suivre un rythme aussi rapide qu'inattendu. On a souvent rappelé qu'après seulement quelques mois de relation, l'engagement était déjà là, presque comme une évidence. 3 mois à peine pour une demande en mariage. Dans un monde saturé de prudence, de stratégie et de faux semblants, cette rapidité avait quelque chose de romanesque, presque imprudent. Et pourtant, c'est peut-être précisément parce qu'ils avaient conscience de la fragilité du temps qu'ils ont choisi de ne pas attendre. Ils se marient en 2012. Très vite, leur union se transforme en famille. À l'été 2013, naît leur fille, Abby. 2 ans plus tard, à l'été 2015, c'est leur fils Peter qui vient à son tour élargir ce cercle intime. Sur le papier, ces dates semblent n'être que des repères biographiques. Mais pour ceux qui s'intéressent à Faustine Bollaert, au-delà des fiches et des résumés, elle raconte autre chose. L'accomplissement concret de ce qu'elle a toujours semblé chercher, un refuge contre l'instabilité du monde. Le 19 juillet 2013, lorsqu'elle devient mère pour la première fois, il ne s'agit pas seulement d'un événement heureux dans la vie d'une femme connue, il s'agit d'un basculement intérieur. La première maternité n'a jamais pour elle été une simple case à cocher dans le récit bourgeois du succès. Elle ressemble plutôt à une victoire intime contre une peur ancienne, presque enfouie, celle de voir le bonheur lui échapper au moment même où il apparaît. Car l'un des fils les plus poignants de son histoire tient dans les pertes précoces qui l'ont marqué. Bien avant la célébrité, bien avant la stabilité apparente, il y a eu la confrontation brutale à l'absence. Une amie proche meurt alors qu'elle n'a pas encore 10 ans. Plus tard, son premier amour disparaît lui aussi. Comme si cela ne suffisait pas, son frère traverse une épreuve terrible à la suite d'une erreur d'anesthésie, plongeant toute la famille dans une période d'angoisse et de désarroi. Ces drames, évoqués au fil du temps, n'ont rien de périphérique. Ils donnent une clé essentielle pour lire la femme qu'elle est devenue. Quand on a grandi avec l'idée que ceux qu'on aime peuvent s'évanouir sans prévenir, le bonheur n'est jamais banal. Il devient précieux, presque inquiétant. On ne le reçoit pas avec légèreté. On le serre, on le surveille. On en redoute la disparition. Chez Faustine Bollaert, cette peur sourde semble avoir nourri non pas un retrait du monde, mais une soif immense de construire un cocon, un lieu sûr, une famille debout. C'est dans cette lumière-là qu'il faut regarder la naissance d'Abby. On imagine souvent la joie d'une première maternité de manière simple. Des larmes, des bras, un visage d'enfant, une photographie. Mais dans le cas de Faustine, cette joie semble chargée d'une intensité plus ancienne. Ce premier bébé n'est pas seulement un enfant attendu. Il est la preuve qu'après les pertes, après les fragilités, après les peurs accumulées, la vie peut encore offrir un commencement. Il y a, dans l'idée même de tenir son premier enfant contre soi, quelque chose qui répare sans effacer, qui apaise sans annuler ce qui a été brisé auparavant. Pour une femme qui porte depuis l'enfance la conscience de la disparition, devenir mère pour la première fois revient aussi à entrer dans une autre responsabilité, celle d'aimer plus fort encore, avec tout ce que cela comporte de bonheur et de vertige. Le bonheur est immense, mais il n'est pas simple. Il est traversé de gratitude, d'émotion, de soulagement et aussi d'une peur secrète, celle d'avoir désormais encore plus à perdre. 2 ans plus tard, lorsque leur fils Peter naît à son tour, l'émotion n'est plus exactement la même. Non parce qu'elle serait moins forte, mais parce qu'elle a changé de nature. La première naissance bouleverse, révèle, transforme. La seconde confirme. Elle élargit le territoire du cœur. Elle montre que le bonheur n'était pas une parenthèse fragile, mais qu'il peut durer, se reproduire, prendre plus de place. Avec un deuxième enfant, la joie se teinte souvent d'une conscience plus nette du temps qui passe. On sait déjà ce que représente un berceau, une nuit blanche, un premier souffle, une minuscule main serrée autour d'un doigt. On ne découvre plus, on mesure. On sait mieux ce qu'on gagne. On sait aussi à quel point tout cela file vite. Pour Faustine Bollaert et Maxime Chatham, cette deuxième naissance a sans doute été moins celle du choc que celle de l'ancrage. La famille n'était plus un projet,
ni même une promesse. Elle était désormais une réalité pleine, vibrante, vivante. Et c'est là que la rumeur de nouvel enfant, des années plus tard, devient si révélatrice. Une rumeur ne naît jamais de rien. Elle prend appui sur un geste, une phrase, une image, une émotion qui échappe à son propre cadre. Il a suffi de moments perçus comme exceptionnels, d'une manière de parler du bonheur conjugal, d'une intensité retrouvée dans l'évocation de la famille, pour que certains imaginent que Faustine Bollaert, à 47 ans, s'apprêtait à connaître une nouvelle maternité. Était-ce crédible? Était-ce vrai? Rien au fond ne permet de l'affirmer avec certitude. Et c'est précisément là que réside la frontière essentielle entre le récit public et la vérité intime. Le fantasme médiatique adore les confirmations spectaculaires, les révélations soudaines, les annonces qui font vaciller l'équilibre d'une image publique. Mais ce que cette rumeur raconte surtout, c'est la manière dont le public lit désormais Faustine, comme une femme pour qui l'amour conjugal et la vie familiale restent le cœur battant de tout le reste. D'autant que, au fil des années, elle n'a jamais complètement caché ce que représente pour elle la vie à deux, puis à quatre. Elle a déjà laissé entendre à plusieurs reprises que l'un de ses plus grands bonheurs était tout simplement de vivre auprès des siens, dans une famille unie. Une phrase de ce genre, venant d'une personnalité exposée, peut sembler banale. Elle ne l'est pas. Dans le monde des célébrités, le bonheur familial est souvent proclamé comme un décor, puis démenti par les fractures, les éloignements, les silences. Chez Faustine Bollaert, cette valorisation du foyer semble au contraire liée à quelque chose de profond, presque existentiel. Il ne s'agit pas seulement d'aimer sa famille, il s'agit d'y trouver une réponse à la peur, une manière de tenir debout, malgré la conscience très vive de la fragilité humaine. Voilà pourquoi le moindre signe de joie intime chez elle provoque immédiatement tant d'interprétations, parce que son bonheur paraît dense, chargé d'histoire, presque défendu contre le chaos. La relation avec Maxime Chatham, elle aussi, a beaucoup nourri cette projection collective. Leur histoire publique a souvent été décrite comme l'une des plus marquantes de sa vie sentimentale, non seulement parce qu'elle a été assumée, visible et rapidement solidifiée, mais parce qu'elle semble avoir réuni deux sensibilités que tout opposait en apparence. Le romancier du trouble et du mystère, l'animatrice de l'émotion, du lien, de la confidence. Ce contraste a longtemps fasciné. Pourtant, peut-être que leur force n'est pas d'avoir effacé leurs différences, mais de les avoir intégrées à une forme d'équilibre. Là où l'un explore les peurs dans l'écriture, l'autre les apprivoise dans l'écoute. Là où l'un construit des univers tendus, l'autre recueille les blessures des autres avec chaleur. Ensemble, ils incarnent presque une alliance de contraires qui, loin de se détruire, se complètent. C'est pour cela que le chiffre de 14 ans de mariage, lorsqu'il est mis en avant, résonne avec une telle intensité. Dans une époque où la longévité d'un couple public semble presque suspecte, 14 années de vie commune heureuse apparaissent comme une exception. Non pas une perfection, car aucun couple réel ne vit hors du doute, de l'usure, des tensions, des compromis, mais une continuité, une fidélité au projet initial, une manière de traverser les saisons sans céder à la logique contemporaine du provisoire. Si Faustine Bollaert a récemment parlé d'un moment de bonheur qu'elle n'oubliera jamais, beaucoup ont voulu y voir un événement nouveau, presque sensationnel. Mais il est peut-être plus juste de penser que ce moment renvoie à une évidence plus silencieuse, celle d'avoir, contre beaucoup de peurs anciennes, réussi à faire durer l'amour. Bien sûr, la vie publique complique toujours tout. Plus une femme connue parle de ses enfants, de son couple, de la douceur de son quotidien, plus l'opinion attend une suite, un prolongement, une preuve supplémentaire que le roman continue. D'où cette insistance sur la question d'un prochain enfant. D'où cette tentation de lire dans chaque image un indice, dans chaque émotion un message, dans chaque déclaration affectueuse une confirmation dissimulée. Mais ce qui est frappant chez Faustine Bollaert, c'est que même lorsque le bruit médiatique s'emballe, elle demeure associée à autre chose qu'au scandale, à une idée presque fragile du bonheur simple. Elle semble rappeler, malgré elle, qu'il existe encore des histoires où l'essentiel n'est ni la rupture spectaculaire, ni la révélation fracassante, mais la persistance d'un lien. Et pourtant, ce bonheur ne doit jamais être idéalisé au point d'effacer l'ombre qui le rend plus précieux. Car tout, dans son parcours, montre que la joie chez elle est indissociable de la mémoire de la perte. L'ami disparu avant même la fin de l'enfance, le premier amour perdu,
le frère gravement touché après une erreur médicale. Ces événements ne font pas seulement partie de son passé, ils ont modelé sa sensibilité. Ils expliquent sans doute pourquoi elle a si souvent semblé vibrer d'une émotion particulière lorsqu'elle évoque la famille. Pour certains, le bonheur est un acquis. Pour d'autres, c'est une exception à défendre. Chez Faustine Bollaert, tout laisse penser qu'il appartient à la seconde catégorie. Elle ne parle pas d'une famille heureuse comme d'un décor ou d'un accomplissement social. Elle en parle comme d'une victoire intime contre la peur du vide. Il faut aussi rappeler que son histoire familiale personnelle s'inscrit dans une généalogie qui dépasse la simple célébrité. Elle est la petite-fille du pilote André Faradji et l'arrière-arrière-petite-fille de l'ingénieur français Félix Bollaert. Ces filiations disent quelque chose du poids de l'héritage, de la transmission, du nom, de la continuité. Même si le grand public ne retient pas toujours les détails, elle renforce l'idée d'une femme très consciente de ce qui se transmet d'une génération à l'autre. Un nom, une mémoire, une peur, un désir de protection, parfois même une certaine idée de la tenue. Devenir mère, puis construire une famille, prend alors une dimension supplémentaire. Il ne s'agit plus seulement de vivre le présent, il s'agit de prolonger, de transformer, de transmettre autrement. Alors, que faut-il croire au bout du compte de cette rumeur autour d'un enfant à 47 ans? Sans doute faut-il résister à la tentation du faux scoop. Rien n'oblige à transformer un moment d'émotion en grossesse cachée, ni une parole sur le bonheur conjugal en annonce voilée. Ce qui mérite d'être retenu est à la fois plus simple et plus fort. Faustine Bollaert a connu un moment de bonheur particulier, oui. Mais le vrai cœur de ce moment semble moins être une naissance à venir qu'un retour intérieur vers ce qu'elle a déjà construit. 14 années d'union, une histoire forte avec Maxime Chatham, 2 enfants venus ancrer cet amour dans le réel, et cette certitude intime que la famille reste son plus grand refuge. Il y a d'ailleurs quelque chose de profondément touchant dans l'idée que, plus de 10 ans après sa première maternité, l'image qui continue de bouleverser le public soit celle de ses débuts comme mère. Comme si le temps n'avait pas effacé l'intensité de cette bascule. Comme si, malgré la maturité, malgré la carrière, malgré les années, la première secousse était restée intacte quelque part en elle. 10 ans plus tard, ce n'est pas seulement une photo ou un souvenir que l'on regarde, c'est la trace de moments fondateurs. Le moment où, après tant de peurs héritées du passé, elle a pu sentir que la vie lui offrait enfin quelque chose de stable, de vivant, de durable. Et si certains veulent encore y lire le désir d'un enfant de plus, il faut au moins reconnaître ceci. Ce désir supposé n'est peut-être que le reflet d'une vérité plus profonde, celle d'une femme qui n'a jamais cessé de croire que le bonheur familial vaut plus que tout le reste. Au fond, la vraie révélation n'est peut-être pas celle que les rumeurs ont cherché à imposer. La vraie révélation, c'est qu'à 47 ans, Faustine Bollaert continue d'incarner une forme rare de bonheur public. Un bonheur qui ne crie pas, qui ne s'exhibe pas violemment, qui ne cherche pas les faits, mais qui résiste. Un bonheur construit sur le travail, sur l'amour, sur la maternité, sur la peur surmontée, sur la fidélité à ce qu'elle aime. Ce que son histoire confirme, ce n'est pas nécessairement l'arrivée d'un nouvel enfant. C'est quelque chose de plus fort, peut-être plus bouleversant encore. La première joie d'être mère, plus de 10 ans après, n'a jamais cessé d'éclairer sa vie. Et si un rêve d'agrandir encore la famille existe dans le secret de son cœur, il lui appartient. Ce que le public peut voir, en revanche, c'est déjà immense. Une femme marquée très tôt par le manque, devenue l'une des voix les plus familières de France, et qui semble n'avoir jamais cessé de chercher, puis de protéger, ce qu'elle appelle au fond son plus grand bonheur, vivre ensemble, enfin, sans perdre l'essentiel.